Estelle Pazou viendra s'installer ici avec un climatologue qui répond au nom de Thierry Kodjo. Avec son invité, on en saura un peu plus, c'est sûr, la gestion de l'eau. Mais avant, on regarde ce reportage de Gestonia. Voilà, d'Estonia, c'est bien ça. On y va. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayons d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche. Tel que la laitue, il faut arroser 3 à 4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. C'était un reportage de Destonia Bigo avec la pause, le commentaire, la voix donc, de Estelle Pazou qui est déjà sur ce plateau. Estelle Pazou. Bonsoir Karamata. Quoi bon? Je parle un peu le fond là. Quoi bon? Très bien. Alors en face de vous, c'est bien monsieur Thierry Kodjo. Thierry Kodjo. Il est donc spécialiste des aménagements hydro-agricoles. Vous allez nous parler tout à l'heure de la gestion de l'eau. Pour ce que je sais que c'est une tâche fastidieuse, en tout cas, pour les entrepreneurs agricoles, sur qui travaillent vraiment la terre. Et pour exemple, la laitue, il faut l'arroser 3 à 4 fois par jour. C'est toujours pas évident. Il faut avoir les méthodes, il faut avoir ce qu'il faut. Estelle Pazou. Alors, Karamat, merci. Vous avez déjà très bien planté les décors. Alors, la première question que je vais poser à M. Thierry Kodjo, quelle est la place de l'eau dans les activités agricoles? Merci beaucoup, Madame Pazou. Je voudrais dire que l'eau occupe une place centrale dans les activités agricoles. Sans eau, il n'y a pas d'activité agricole. Quelles que soient les formes d'agriculture possibles que vous voulez faire, vous avez forcément besoin d'eau. Que ce soit l'agriculture au sol ou l'agriculture faite sur le sol, quel que soit le type d'agriculture, vous avez forcément besoin d'eau. Donc l'eau occupe une place prépondérante dans toutes les activités agricoles. Et alors, quelles sont les saisons que nous avons chez nous au Bénin? Ça dépend de là où on se situe. Vous savez, quand vous quittez Cotonou pour Malanville, de Cotonou à la latitude de Dassa, vous avez une forme de climat. Pour parler terre à terre, je ne vais pas rentrer dans les thèmes techniques pour embrouiller les téléspectateurs. Mais quand vous dépassez la latitude de Savet déjà, vous rentrez dans une autre forme de climat. De Cotonou à Dassa, on a 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches par an. Ça veut dire que de Cotonou jusqu'à la latitude de Dassa, nous avons la possibilité d'avoir 2 saisons agricoles par an. Parce que les saisons agricoles sont arrimées aux saisons pluviométriques. Mais lorsque nous sommes au-delà de Savet, nous rentrons dans le septentrion proprement parlé. Et là, nous avons une seule saison des pluies qui dure entre 5 et 6 mois. Et tout le reste du temps, c'est la saison sèche. C'est ce qui fait qu'à partir d'un certain moment de l'année, ceux qui sont dans le nord, souvent les gens qui sont les éleveurs, sont obligés de descendre pendant la période
sèche chez eux, pendant la saison sèche, où il n'y a pas d'herbe à brouter par le bétail. Ils sont obligés de descendre vers le sud, ce qui crée l'un des phénomènes déjà... La transhumance. Oui, voilà, la transhumance, avec tout ce que ça a comme dégâts ici. Et est-ce que les différentes saisons de pluie que nous avons, est-ce qu'elles conviennent à l'agriculture? La question n'est pas de voir si les différentes saisons que nous avons conviennent à l'agriculture. C'est plutôt de voir quelle forme d'agriculture, quel type d'agriculture nous pouvons pratiquer au regard des saisons dont nous disposons. Parce que nous ne pouvons pas adapter donc, au changement. Absolument. Les changements ne peuvent pas s'adapter à ce que nous faisons. Non, on ne parle pas encore de changement. Nous nous adaptons à la réalité. Parce que la réalité, c'est que nous avons 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches au sud ici, une saison pluvieuse et une saison sèche au nord. Okay? Donc, nous devons nous adapter à la réalité. Okay? Sur cette base, vous allez voir que toutes les activités agricoles, tous les calendriers agricoles sont calés sur les saisons pluvieuses. Quand nous, on est au sud ici, où la première saison pluvieuse, la grande, démarre autour du 15 mars. C'est début mars que les activités agricoles démarrent. Vous comprenez? Et la petite saison agricole qui intervient entre septembre ou fin août et novembre, il y a une autre saison agricole là. Donc, ceux qui sont au sud font 2 saisons agricoles, mais ceux qui sont au nord sont obligés d'en faire une seule saison. Voilà. Et donc, ça revient, comme vous le dites si bien, aux agriculteurs, sinon aux producteurs de s'adapter. Absolument, aux réalités climatologiques, pour ainsi dire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réduire les vulnérabilités de l'agriculture aux aléas météo? D'abord, il faut qu'on identifie les aléas météo dont vous parlez. Les aléas météorologiques les plus prononcés en agriculture, les plus fréquents en agriculture sont... Les plus redoutables. Les plus redoutables, pourquoi pas, en agriculture sont surtout le stress hydrique, le manque d'eau aux cultures ou l'inondation des exploitations agricoles. Quand il y en a trop, c'est un problème. Quand il y en a pas, c'est un problème. Mais quand il y en a trop aussi, c'est un problème. Quand il n'y en a pas, la plante n'a pas assez d'eau pour sa croissance et pour son développement. Ça entraîne la baisse des rendements agricoles. Mais quand il y en a de trop, ça crée les pertes agricoles. Voilà des champs où le maïs a bien poussé, ça a bien donné. Le paysan attend que le maïs commence par sécher avant d'aller faire la récolte. Mais on assiste à une grande pluie. Il pleut beaucoup en un temps réduit, en un temps record, et on assiste à l'inondation des exploitations. Donc ça détruit les exploitations agricoles. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le premier aléa, à savoir le stress hydrique, c'est qu'il faut avoir des retenues d'eau. Dans le reportage tout à l'heure, on a montré les puits et les forages que les maraîchers font, que les maraîchers creusent, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir de la ressource en eau disponible à plein temps pour arroser leurs exploitations. Donc, il y a la possibilité d'avoir des retenues d'eau ou faire des forages pour stocker de l'eau à utiliser pendant les périodes de manque. Maintenant, pour le cas où on assiste à des surplus d'eau, à des inondations des exploitations, il faut plutôt effrayer un chemin à l'eau. On va vous parler de drains pour pouvoir permettre au surplus d'eau de quitter les exploitations agricoles pour aller vers les cours d'eau ou de collecteurs principaux. C'est-à-dire que les drains sont des rigoles de dimension comprise entre 60 et 1 mètre, de largeur et de 60 à 1 mètre aussi de profondeur, qui sont destinés à faire évacuer l'eau des exploitations agricoles vers les collecteurs principaux qui sont de dimension beaucoup plus grande, qui drainent maintenant les ressources en eau supplémentaires vers les cours d'eau. Mais qu'est-ce qui est mieux pour un producteur, par exemple? Quand il y a excès, quand il y a crue, est-ce qu'il doit évacuer le surplus d'eau vers un plan d'eau ou bien essayer de recueillir cette eau-là sur son exploitation pour en faire usage après? Ça dépend de là où le producteur se situe. Si le producteur est situé quelque part où un plan d'eau n'est pas proche, un plan ou un cours d'eau n'est pas proche, c'est mieux pour lui de travailler à stocker ses ressources en eau là, quitte à les exploiter plus tard. Seulement, on assiste à un fait, c'est que les producteurs ne prévoient pas toujours ou même jamais, ils ne prévoient jamais des réservoirs de stockage de ressources d'eau, des retenues, pour que lorsqu'il y aura surplus, cette ressource en eau qui va bientôt manquer puisse être stockée dans ces réservoirs-là pour
être utilisés plus tard. Mais nous avons, je vous disais tout à l'heure que ça dépend de là où se situe le producteur. Ceux qui sont à Ouiho, par exemple, ont la chance qu'on est à Cotonou. Cotonou, la nappe phréatique affleure le sol. Il y a des endroits où, quand vous creusez déjà 50 cm, il y a déjà vous l'eau. trouvez déjà de l'eau. Là, tout à l'heure, dans le reportage, c'est que vous voyez l'eau est là. On a comme l'impression que c'est affleure le sol. Donc, les producteurs qui sont dans cette zone-là ont la possibilité de creuser et d'avoir facilement de l'eau. Seulement, il y a des risques, parce que là, c'est déjà de la nappe phréatique qui affleure le sol. Donc, il y a les risques de contamination de la nappe phréatique. Si jamais ils manipulent mal les pesticides ou les substances synthétiques, les substances de synthèse qu'ils utilisent pour fertiliser le sol, et que ces substances vont au contact de la nappe phréatique, c'est des catastrophes sanitaires qui peuvent survenir dans les rayons où ils travaillent. Donc, il y a des précautions à prendre pour ne pas polluer la nappe phréatique. Parce que lorsque la nappe phréatique est polluée, c'est difficile de retourner ou quasiment impossible de retourner à la normale. Donc, il y a des précautions à prendre pour ne pas polluer la nappe phréatique. Et quelles sont ces précautions? Oui, les précautions, c'est qu'il faut tout faire pour que les polluants, les fertilisants synthétiques n'aillent pas au contact de la nappe phréatique. Et je sais que là les précautions ne sont pas prises. Parce que tel que c'est, s'il pleut, c'est que sous l'effet du ruissellement, certains fertilisants qui sont utilisés pour les productions risquent d'être drainés des planchettes ou des planches qu'ils ont faites pour les feuilles de laitue ou pour les cultures maraîchères vers les forages ou les puits qu'ils ont creusés. Parce que c'est des puits qui ne sont pas protégés, c'est des puits à ciel ouvert, c'est des puits qui sont au contact du sol. C'est pas bon. Ça devrait être tout au moins entouré par des éléments endurcis pour empêcher que l'eau de ruissellement ne draine des polluants vers ces puits-là. Alors, Monsieur Kodjo, on sait que les enjeux agricoles sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, face à ces enjeux, est-ce qu'il serait superflu de mettre en place une politique pour la maîtrise de l'eau? Il y a toujours eu des projets qui démontrent qu'il y a une politique pour la maîtrise de l'eau au Bénin. Seulement que ces projets manquent quelque peu d'efficience. Souvent, ces projets sont des projets qui n'intègrent pas l'ingénierie locale, c'est-à-dire la connaissance que les producteurs eux-mêmes ont de la maîtrise de l'eau. Et pour la plupart, ce sont des connaissances empiriques ou qui tiennent de leurs parents. Donc des connaissances empiriques, donc des connaissances qui ressortent des réalités du terrain. Et donc, quand vous apportez un projet qui n'intègre pas l'ingénierie locale, donc qui n'intègre pas les connaissances, il est voué à l'échec. Parce que lorsque le producteur ne se sent pas impliqué, lorsque vous ne venez pas dans une dynamique d'inclusion, dans une dynamique inclusive, et que vous êtes venu, il se sent exclu, il se sent écarté. Et il ne se sent pas impliqué. Il ne se sent pas impliqué, il ne s'y met pas, donc ça échoue. Ça échoue. Les projets, il y a un projet que le laboratoire auquel j'appartiens, le LACED, est en train de rédiger aujourd'hui, après certains travaux de thèse, pour impliquer les producteurs dans la gestion des ressources en eau, dans la maîtrise des ressources en eau. Okay? C'est un projet qui va partir de l'ingénierie locale, des connaissances endogènes, de ce que les populations paysannes elles-mêmes connaissent, pour aller vers en tout cas la définition de techniques à la limite mi-moderne, mi-endogène de gestion des ressources en eau. Mais c'est toujours mieux de faire avec les réalités du terrain. Absolument. Il ne sert à rien de transporter ce qui se fait ailleurs et puis qu'on vient calquer. Voilà, nous avons toujours fait de la transplantation de technologies, ce qui n'a jamais marché. Parce que les réalités des endroits où ces technologies-là ont été conçues ne sont pas les mêmes que celles que nous avons sur place ici. Alors, Monsieur Kodjo, vous parliez tantôt d'inondation. Ouais. Bon, vous l'avez dit, cette eau peut être utilisée après. Ouais. Alors, je propose, comme on est déjà à la fin de cet entretien... Il reviendra, c'est ça? Oui, je propose qu'on revienne mercredi parler de l'économie de l'eau. Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est intéressant, là, le rendez-vous, il est déjà pris. Il tombe plus de 13 millions de mètres cubes d'eau par an au Bénin.
qu'est-ce qu'on en fait? Point d'interrogation. Voilà, point non, d'interrogation. non, mais c'est trop facile, hein, Monsieur Kodjo, que de dire qu'on n'en fait rien. Il y a certainement un petit travail qui se fait, mais c'est juste qu'il faut rêver plus grand, Absolument. donner les moyens qu'il faut. Je crois que c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup.